cœur, ce sont les satellites NOAA, N-O-A-A, du nom de l'administration américaine chargée de la surveillance des océans et de l'atmosphère. Vous avez un exemple ici, vous voyez un cyclone qui passe au large de la côte des Guyanes. Donc voilà le type d'échelle à laquelle vous pouvez accéder. Et ça, c'est la dernière génération des satellites NOAA qui fonctionne depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle AVHRR, alors c'est comme anglais. Ça signifie radiomètre avancé à très haute résolution. Alors très haute résolution, c'est 1 km, tout est relatif. Mais pour ce genre de technologie, quand on s'intéresse encore une fois à un océan dans son ensemble, eh bien 1 km, c'est considéré comme de la haute résolution. Et puis en parallèle, parallèlement à ces systèmes à orbite basse, c'est-à-dire qui défilent autour de la Terre, vous avez aussi les satellites géostationnaires, comme Météosat, qui est au-dessus en orbite géostationnaire, c'est une orbite qui a à peu près 42 km de rayon, ce qui fait une altitude de pas tout à fait 36 000 km. Donc là, Météosat est au-dessus de l'Europe et de l'Afrique. Vous avez un système cohérent avec les satellites GOES américains qui sont au-dessus des Amériques et du Pacifique. Vous en avez au-dessus de l'Inde, au-dessus du Japon. Donc sur l'orbite équatoriale, vous avez géostationnaire, vous avez un certain nombre de satellites dédiés à la météo. Et puis, je m'arrête sur une date très importante dans l'histoire de l'observation de la Terre, c'est 1972. Ce satellite que vous voyez ici, c'est Landsat 1, le premier Landsat qui va produire ce genre d'image avec une résolution un pixel de 60 mètres sur 80 mètres. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît énorme, parce que ça doit faire à peu près 10 fois cet amphi, mais par rapport à l'époque, c'est un grand bond en avant en termes de résolution civile. Donc, premier satellite Landsat 1972, et c'est lui qui va commencer à intéresser les géographes. Auparavant, ce sont des personnes qui s'intéressent au climat, qui s'intéressent à des échelles planétaires, mais le géographe qui veut voir apparaître des fleuves, des villes, des objets géographiques classiques, va commencer à trouver de l'intérêt à travailler sur ces choses-là. Donc là, vous avez les Landsat 1, 2, 3 qui ressemblent à ça, les 4, 5, 6 qui ressemblent à ça, puis le 7 actuellement, qui est le dernier né, qui est un petit peu plus sophistiqué. Et donc, on va avoir une lignée comme ça qui va évoluer. Et avec Landsat 5, je cite Landsat 5 en 84, d'abord parce que c'est celui qui arrive juste avant Spot, le Spot français. Et puis, c'est la première fois que l'administration américaine, qui est un peu en avance sur les autres pays, décide que le contribuable, il en a marre de payer ça. Il faudrait peut-être trouver un marché pour financer la vente des images. Et donc, c'est la naissance d'un marché privé. C'est un peu illusoire parce que ça reste quand même les grandes administrations qui sont les principaux consommateurs d'images, mais officiellement, les images sont censées maintenant être commercialisées. Alors le problème qui se pose aussi, c'est que vous voyez, sur plusieurs, là on a 12 ans et puis ça continue encore plus longtemps, eh bien on a la possibilité avec ces systèmes d'avoir de longues séries temporelles, mais évidemment avec des caractéristiques qui changent, puisque les Landsat, la deuxième famille de Landsat, eux ont un pixel de 30 mètres, et les suivants seront encore plus fins. Donc il est toujours un peu délicat de comparer des séries d'images qui n'ont pas la même qualité. Et puis je dois évidemment parler du système français, Spot. Donc il y a eu, là il y a 5 exemplaires, d'abord une série de 5 exemplaires. Spot 1 lancé en 86, donc juste après le Landsat que je citais tout à l'heure, ça c'est Spot 5. Et de 1 à 5, on a des résolutions de plus en plus fines, mais toujours des scènes qui font à peu près une soixantaine de kilomètres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec des résolutions ici qui sont de l'ordre de... Donc, Spot 1, c'est 20 mètres en couleur ou 10 mètres en chromatique, c'est-à-dire en noir et blanc. Spot 5, c'est 10 mètres en couleur et 5 mètres en chromatique, c'est-à-dire en noir et blanc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des choses de plus en plus fines. Et sur cet exemple-là, eh bien, vous pouvez voir typiquement la superposition de deux systèmes, un système naturel avec un réseau hydrographique qu'on retrouve ici, puis un système foncier bien quadrillé. Donc ça y est, on commence à pouvoir, avec le satellite, faire de la photo-interprétation au sens classique, la résolution le permet. Donc là, on est en 2002 avec Spot 5. Un autre exemple. Alors ce que vous voyez avec cette végétation rouge dans l'image précédente et ce vert pétant dans cette image-là, vous voyez que ces capteurs-là ont peut-être la vue fine, mais ils sont daltoniens, si l'on peut dire. Hein, on n'a pas forcément les couleurs naturelles, et ça, il faut apprendre à faire avec. Donc là, vous êtes au Caire, hein, vous connaissez ici les pyramides. Voilà, donc ce sont des capteurs qui ont une vue extrêmement fine. Donc, là, on a un traitement qui permet d'avoir un pixel de 2,50 m, ça commence à devenir très intéressant. 2,50 m depuis une altitude de 800 km, c'est à peu près les mêmes performances visuelles que de voir une bactérie à mes pieds lorsque je suis debout.
Donc c'est quand même pas tout à fait banal comme optique. Là, c'est à la ville d'Abu Dhabi, où vous voyez, vous commencez à voir chaque bâtiment. Alors, sur ce satellite Spot 5, vous voyez ici ce qu'on appelle un passager, parce que la caméra principale, il y en a deux en fait qui sont là, vous voyez ces deux hublots. Là, vous avez ce qu'on appelle un passager, c'est-à-dire qu'il y a un peu de place, un peu de ressources électriques. Et donc, on a rajouté un capteur qui n'était pas prioritaire et qui ne serait pas parti s'il avait été en retard. C'est comme si vous prenez le taxi et que vous proposez à quelqu'un de profiter du voyage en montant avec vous. Donc, ce capteur qui s'appelle végétation, comme son nom l'indique, il a été conçu pour surveiller la végétation, mais à l'échelle continentale, avec des résolutions kilométriques. Donc là encore, notre capteur daltonien, où on a choisi d'afficher la végétation en rouge parce qu'on ne pouvait pas faire mieux, où je ne vous ferai pas l'affront de vous dire à quel endroit on se trouve, mais vous voyez que ici, cette végétation qui est représentée artificiellement en rouge montre très clairement, vous voyez ici la frontière entre un pays où il y a une irrigation intensive et puis de l'autre côté de la frontière, il n'y en a pas du tout. Donc ce sont des informations intéressantes, mais évidemment à une échelle très continentale, disons. Une autre chose que je vous montre sur ce satellite, vous voyez ici deux petits tuyaux qui sortent. Ce sont les deux objectifs de cette caméra double, qui est aussi une nouveauté dans le domaine. Ce sont deux caméras qui sont accrochées sur le satellite avec pour fonction de viser devant et derrière. Le but, c'est que, depuis Spot 1, on faisait de la photogrammétrie en stéréo, c'est-à-dire que le satellite passait, prenait une image sur la droite, et puis quelques jours plus tard, alors il finirait attendre que la Terre ait tourné, il repassait de l'autre côté de la scène, il prenait une image vers la gauche, ce qui fait que la même région était vue sous deux angles différents, et donc vous pouvez faire de la photogrammétrie et calculer un modèle numérique de terrain, c'était sur une carte en 3D. Le problème, c'est qu'il s'est écoulé quelquefois plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre les deux passages. Entre deux, il avait neigé, il avait plu, on avait récolté. Et donc, les logiciels qui comparent les deux images pour déterminer le relief se perdaient un petit peu. Et donc, avec ce système-là, on a pu faire de la photogrammétrie en visée avant et arrière, ce qui fait qu'en arrivant juste avant la scène qui nous intéresse, on prend une photo vers l'avant, et quelques secondes plus tard, la deuxième caméra prend la photo vers l'arrière. Il s'écoule quelques secondes, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet de développer des produits de bien plus grande qualité. Voilà, ça c'est un exemple, je crois que c'est Nice. Voilà. Tout est vrai sauf le ciel, hein, sur ce genre d'image. Alors, cet exemple de Spot 5, il illustre une certaine tendance qu'il y a eu dans les années 80 à vouloir embarquer sur un même satellite des quantités de capteurs qui font des choses différentes, quelquefois chacun permettant de corriger les défauts de l'autre. Et le record, je dirais, de cette tendance, c'est le satellite Envisat, qui a fonctionné de 2002 à 2012. Il est mort l'an dernier, après 10 ans de service. Et donc, vous voyez une quantité de capteurs qui sont accrochés les uns à côté des autres. Il y a de l'optique dans différentes longueurs d'onde, de la chimie de l'atmosphère, du thermique, toutes sortes de capteurs d'observation de l'environnement. Je m'arrête simplement sur cette chose-là, qui est l'antenne d'un radar. L'antenne d'un radar qui est placée là. Bon, il y a un radar à bord qui va permettre donc, via cette antenne d'envoyer des signaux, de recueillir des échos et d'en faire des images. Donc voici quelques exemples. Alors ça, c'est pas Envisat, c'est un autre, mais c'est le même capteur. Là, vous êtes dans le détroit de Gibraltar, vous l'avez reconnu, et vous voyez que c'est un capteur. Alors c'est un capteur qui a le mérite d'être extrêmement, quasiment insensible aux conditions météorologiques. Donc intéressant en particulier sous les tropiques où il y a toujours beaucoup de nuages, voire de pluie. Très sensible au relief, comme vous pouvez le voir. Très sensible à l'état de la surface de l'eau. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Donc l'eau est très sombre, soit lorsqu'elle est comme ici à l'abri du vent, donc c'est une eau calme, soit comme vous le voyez ici sur cette ligne-là, parce que cette petite tache blanche qui est un bateau qui doit venir peut-être de Malaga, je ne sais pas trop, eh bien il est suivi de cette tache noire qui est une trace de dégazage tout à fait caractéristique. Et donc l'eau, par l'effet de la viscosité, est un peu plus calme. Voilà un autre exemple, vous avez en Amérique centrale, avant et après le passage d'un cyclone, et tout ce qui est noir, il se trouve sous les eaux. Donc, et comme c'est plein de nuages après des pluies, de très fortes pluies, les satellites optiques ne peuvent pas voir à travers les nuages, donc seul le radar est capable de voir quelque chose. Et puis, un gros avantage du radar, c'est qu'il se prête, dans certaines conditions, à un traitement qui s'appelle l'interférométrie, qui permet à partir de deux images, prises avec une légère différence d'angle de visée, donc c'est un effet stéréoscopique qui permet de... Pardon, je crois qu'il y a une animation qui est restée sur mes photos et qui passe toute seule. Qui permet donc de calculer le relief en 3 dimensions
et de tracer ce qui ressemble un petit peu ici à des courbes de niveau, et c'est une des méthodes qui est venue rejoindre la photogrammétrie plus tardivement, parmi les méthodes en vigueur pour calculer le relief des terres émergées. Et puis, lorsqu'on dispose du modèle numérique de terrain, si on connaît déjà le relief, eh bien on peut aussi simuler par le calcul ce qu'on devrait obtenir comme courbe de niveau, soustraire ce modèle à la réalité et analyser ce qui reste, le résidu. Et parfois, ce résidu peut cacher, peut contenir des informations intéressantes qui sont soit des phénomènes atmosphériques, des gros orages, des choses comme ça, soit comme ici, des phénomènes géophysiques. Et ce que vous observez là, ce sont des courbes iso-déformation à la suite d'un séisme. Vous avez eu un séisme en Iran en 2003, et vous voyez ici, il y a eu alors je ne sais plus dans quel sens, mais il y en a un qui est un affaissement et l'autre qui est un soulèvement. Il se tourne en sens inverse, et chacune de ces franges, c'est à peu près 3 cm